Alors voilà, il y a deux choses différentes. Est-ce que Descartes nous a dit les êtres vivants ne sont que des machines? D'ailleurs, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui d'un point de vue génétique. Vous savez que les animaux sont codés génétiquement, que nous-mêmes, on a un certain codage génétique. Tout ne se réduit pas à ça, mais en tout cas, il y a une grande partie. Mais il va même pas jusque-là, hein. Il va simplement sur l'idée que le modèle mécaniste nous permet de mieux comprendre le corps humain et le corps des animaux. Parce que juste avant lui, il y avait des personnes qui étaient assez mystiques, et lui, il veut se détacher de ce côté mystique, de la compréhension du corps vivant. Donc pour bien le comprendre, il faut l'imaginer comme une machine. Alors regardez, c'est très important, c'est un test. Est-ce que on pourrait distinguer le comportement d'un animal ou d'une machine programmée? Est-ce qu'on serait capable de les distinguer? Est-ce qu'on pourrait être capable de distinguer l'animal de la machine? Juste en considérant leur comportement. Et c'est un petit peu, et il dit, l'homme, on pourra le distinguer, et on va voir sur deux points en fait, on peut voir que l'homme se distinguera d'une machine. C'est un peu le test de Turing avant l'heure. Vous savez, le grand logicien, l'un des initiateurs des ordinateurs, il avait posé un peu cette même question. Il disait, est-ce que quand on sera capable de développer des ordinateurs plus puissants, lui il était simplement un ordinateur de la taille d'une calculatrice, hein, même moins puissante qu'une calculatrice actuelle, et il avait imaginé une machine où il avait imaginé, imaginons qu'on puisse construire des automates, on les enferme dans une pièce, l'automate, l'ordinateur et l'homme, et avec l'intelligence artificielle, il imaginait ça. Est-ce qu'on pourrait distinguer quel est l'homme, où se trouve la machine? Et là, Descartes lui dit il y aurait toujours deux façons. Et lui, Turing était beaucoup plus sceptique. Et il pensait que la différence ne pourrait pas être établie dans chaque cas. Il faudrait vraiment être malin pour distinguer la machine de l'animal. Et Descartes, lui, il fait à peu près pareil. Et il dit qu'en fin de compte, on est pétri d'instinct, que ce soit les animaux ou les hommes, on a des instincts, et tout ce côté-là, tout ce côté âme sensitive, âme motrice, en fin de compte, on peut l'expliquer de manière mécaniste, c'est-à-dire qu'on peut prévoir les comportements. Par exemple, vous avez vu que les chiens, après avoir fait leurs besoins, ils vont gratter, même s'ils sont sur du carrelage, ils vont gratter, c'est un instinct. Ça leur sert à rien de le faire, ils n'ont pas réfléchi, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement. Les hommes, ils ont aussi des instincts comme ça, hein, quand on sort du ventre de notre mère, on a l'instinct de téter, personne ne nous l'a appris. Pareil pour parler, on apprend à parler au contact d'autres humains, mais il n'y a personne qui nous a dit il va falloir commencer à que tu te mettes à parler. Par contre, la lecture et l'écriture, ça c'est quelque chose qu'on apprend totalement. C'est pas inné, c'est pas inscrit. Pour l'instant, dans le patrimoine génétique des hommes, on peut très bien vivre sans lire et sans écrire. C'est un plus pour mieux être, pour être un humain plus humain, on va dire. J'espère pas trop humain. Mais en tout cas, le parler ou par exemple téter ou des choses comme ça, ce sont des instincts chez l'homme. Et Descartes nous dit que tout ça, en fait, on peut le simuler par un automate si on était assez malin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va bientôt réussir à faire, hein. Je vous signale qu'il y a des robots qui se comportent quasiment comme des animaux, qui ont les mêmes instincts, on arrive à leur programmer, ou même qui ont les mêmes comportements que des hommes, c'est quasiment bluffant. Et Descartes, il dit, il y aura toujours deux choses sur lesquelles on pourra reconnaître, on pourra distinguer l'homme de la machine. Mais ça ne sera pas le cas pour les animaux. Il ne dit pas que les animaux sont des machines. Il dit qu'on sera capable, que c'est possible de construire des machines. Lui, il n'en était pas capable à son époque, mais il dit que c'est possible de construire des machines qui aient le même comportement que les animaux et qu'on n'y voit que du feu.
Alors, vous imaginez bien que des animaux assez basiques, on arrive à reproduire leur comportement et qu'on ne saurait pas distinguer l'un de l'autre, hein. Par exemple, si on ferait une reconnaissance infrarouge, on met un émetteur sur le robot comme s'il émettait de la chaleur, les déplacements, le comportement, si on ne voit pas les animaux et la machine, on ne pourrait pas les distinguer. On n'a aucun moyen de les distinguer et là-dessus, on peut dire qu'il avait totalement raison. Bon, à part si quelqu'un me montre ou nous montre le contraire, jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Donc, à trop simplifier, en fait, on ne fait pas honneur à ce grand penseur qui était René Descartes. Je ne vais pas dire que tout ce qu'il a énoncé c'était vrai, mais en tout cas sur ce point-là, il n'a jamais dit que les animaux n'avaient pas d'âme ou n'avaient pas de sensibilité. Alors je reviens aux deux choses qui permettent de reconnaître, de distinguer un homme d'une intelligence artificielle. Alors le premier est que jamais les machines, jamais elles ne pourraient user de paroles ni d'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Et d'ailleurs, aucun animal n'a réussi à faire ça non plus. On a essayé hein, avec des singes. Hein. Il y a des ébauches, ils manipulent quelques symboles, mais en fait, ils ne peuvent pas nous communiquer leurs pensées. Et c'est vrai que j'en ai toujours rêvé depuis tout petit, depuis que j'avais vu Tarzan, c'était un rêve de pouvoir communiquer avec des animaux. Mais malheureusement, on n'a jamais pu avoir des échanges en fait. Alors on peut communiquer par des signaux, on peut les dresser, des choses comme ça, mais en fait on ne peut pas communiquer nos pensées, on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent, ils ne peuvent pas nous communiquer leurs pensées non plus. Donc en ça, première chose, on déclare nos pensées aux autres. Et il dit Descartes, car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles, et même qu'elle en profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes. Non mais vous imaginez, il y a 400 ans, il imaginait déjà qu'il était possible de construire des machines qui parlent. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est vrai. Moi, quand j'étais petit, je ne sais pas si c'était possible. Hein. Mais non, c'est vrai. Il y a 400 ans, il disait que c'était possible, Descartes déjà. Donc déjà, on peut lui tirer notre chapeau. Et même qu'elles en profèrent quelques-unes des paroles à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes, comme si on la touche en quelque endroit, qu'elle demande ce qu'on lui veut dire, si en un autre, qu'elle crie qu'on lui fait mal, et choses semblables. Non mais c'est extraordinaire. Citez-moi un auteur qui, à 400 ans, prédisait déjà qu'on pouvait faire des machines aussi perfectionnées. Écrivez vos commentaires, dites-moi quel auteur avait annoncé ça. Mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent faire. Et oui, donc nos machines, notre intelligence artificielle, elles peuvent simuler tout ce qu'on veut, mais par contre, elles ne peuvent pas arranger les paroles, les signes, pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence. Et oui. Donc on pourra toujours piéger. Donc là, il répond donc quelque part à Turing. Il dit non, Turing, même l'intelligence artificielle la plus formidable, on pourra la mettre en défaut. On aura les moyens de distinguer l'homme de l'intelligence artificielle, l'homme de la machine. Et le deuxième point, donc vous vous rappelez, c'est pouvoir transmettre des pensées. Donc ça, c'est le langage descriptif. Et le second est que, bien que ces machines, bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Car, au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelques particulières dispositions pour chaque action particulière. D'où vient qu'il est moralement impossible qu'il y en ait assez de divers en une machine
pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie de même façon que notre raison nous fait agir. Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître les différences qui est entre les hommes et les bêtes. Descartes le concède, les animaux sont la plupart du temps supérieurs à l'homme. Ils sont meilleurs que l'homme. Mais malheureusement, aucun animal n'a jamais témoigné qu'il pensait. Et il critique tous les auteurs qui nous font croire que les animaux discutent entre eux, peuvent avoir un langage. Et il montre que même les animaux qui peuvent prononcer des mots, comme les perroquets ou certains oiseaux, ne peuvent jamais énoncer des pensées. Et c'est en ce sens qu'il dit que l'homme est un animal, il va reprendre un peu Aristote, l'homme est un animal raisonnable, il utilise sa raison. Alors nous maintenant on a une conception de l'intelligence, une conception de la raison qui est beaucoup plus large, hein. On va dire qu'on peut avoir une intelligence visuelle, on peut avoir une intelligence auditive. Descartes, lui, quand il parle d'intelligence ou quand il parle de raison, c'est ce qu'on peut faire avec le langage, hein. C'est comme un logicien. Aujourd'hui, en logique, quand on parle de raison, c'est simplement un agencement de phrases pour obtenir des raisonnements. Donc c'est en ce sens qu'il le prend, le mot raison. Donc il dit en ce sens, les animaux n'ont pas de raison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réfléchir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'âme. D'ailleurs, il reprend la distinction d'Aristote, hein. Vous savez qu'Aristote avait distingué différents degrés d'âme. Donc il y a la première âme, c'était l'âme sensitive, en fait, végétative. Ensuite, il y avait l'âme sensitive, où il y a des sensations. Comme les plantes, c'est végétative, il y a simplement, c'était un principe de vie en fait, l'âme, hein. Donc tous les êtres vivants avaient une âme. Et il y a différents paliers, différents degrés, donc je reprends. Il y a l'âme végétative pour les végétaux, l'âme sensitive pour les premiers organismes non végétaux, les organismes vivants non végétaux, comme on pourrait penser aux bactéries, aux choses comme ça. Et puis il y a l'âme motrice, ce qui permet à certains animaux de se déplacer. Et puis il y a l'âme raisonnable qui est attribuée seulement à l'homme, et apparemment, je ne me suis pas vraiment renseigné, mais apparemment Aristote c'est à peu près la même chose, c'est par rapport au langage et au raisonnement. Alors, je vais vous lire un petit passage, déjà pour vous mettre dans l'ambiance et vous montrer que Descartes, dans cette cinquième partie du discours de la méthode, donc il en a fini avec les objets inanimés, il dit « Et sans mettre en lui au commencement aucune âme raisonnable, ni aucune autre chose pour y servir d'âme végétante ou sensitive, sinon qu'il excita en son cœur un de ces feux sans lumière que j'avais déjà expliqué. Et que je ne concevais point d'autre nature que celui qui échauffe le foin lorsqu'on l'a enfermé avant qu'il fût sec, où il y a un phénomène chimique qui se passe, et également, ou qui fait bouillir les vins nouveaux lorsqu'on les laisse cuver sur la râpe. » Donc il suppose que des phénomènes comme ça pour expliquer les premiers soubresauts de la vie. Et qui sont toutes les mêmes, en quoi on peut dire que les animaux sans raison nous ressemblent. Mais pour ce que j'en avais pas encore assez de connaissances pour en parler du même style que du reste, c'est-à-dire en démontrant les effets par les causes, et faisant voir de quelle semence et en quelle façon la nature les doit produire, je me contentais de supposer que Dieu forma le corps d'un homme entièrement semblable à l'un des nôtres. Donc Descartes nous dit l'évolution de l'homme, je ne peux pas en parler, j'ai pas assez d'appui pour pouvoir en parler, donc je vais considérer que l'homme a été créé tel que nous sommes actuellement. Mais apparemment, pour lui, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour lui, il y aurait une évolution ou un transformisme, du moins une transformation. Si on ne peut pas parler d'évolution à son époque, hein. Je vous rappelle qu'il écrit ça, ça devait être dans les années 1640. Pour cela, il faut se plonger dans deux textes. Le premier, c'est la cinquième partie du discours de la méthode, un livre incroyable où il nous explique un petit peu toute sa démarche et toutes ses recherches.